Bonjour, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, je vous explique comment travailler de manière efficace avec les questions ouvertes dans BookWidgets. BookWidgets, c'est un outil de création d'exercices numériques. Vous voyez ici les 4 piliers de l'outil. Il y a tout d'abord une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices, donc des mots croisés, des lignes de temps, mais surtout des quiz, des feuilles de travail fractionnées, des quiz vidéo dans lesquels on va trouver plus de 35 types de questions. Et parmi ces questions, il y a des QCM, il y a des glissés-déposés, etc. Mais il y a aussi des questions ouvertes. Donc aujourd'hui, on va parler de ces questions ouvertes, comment les configurer, comment les corriger, et ainsi de suite. L'outil s'intègre dans les plateformes numériques les plus utilisées, que ce soit Google Classroom, Teams, Moodle, Smart School ou autres. Il permet aussi de suivre en live la progression des élèves. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est possible même pour les questions ouvertes. En tant qu'enseignant, vous pouvez regarder en direct ce que les élèves sont en train d'écrire. Et puis, vous avez un tableau de bord. Et là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau des questions, comment les corriger, parce que c'est la grande question. Quand on travaille avec un outil numérique, c'est chouette d'avoir l'autocorrection pour les QCM et autres, mais qu'en est-il pour les questions ouvertes? Je vais vous expliquer tout ça plutôt à la fin de ce webinaire. Donc à l'agenda, des exemples de questions ouvertes qu'on retrouve dans les quiz et feuilles de travail de BookWidgets pour différentes matières et des astuces pour configurer et corriger ces questions. C'est parti! Donc, les questions ouvertes, ce sont les questions qui ne sont pas autocorrectives ou pas à 100%, parce que voilà, ces questions nécessitent une correction manuelle ou en tout cas en partie de l'enseignant, parce que la réponse va rarement être identique à 100% de ce qu'on peut prévoir. Ce qui n'est pas le cas avec un QCM, là c'est plus simple, je pose la question quelle est la capitale de la France et je prévois des réponses possibles. Bon, là, on peut avoir une réponse, une correction automatique. Ce n'est pas le cas quand je vais demander l'opinion d'un élève sur l'évolution de l'IA, par exemple, parce que c'est une réponse très personnelle. Mais il y a encore des choses un peu entre les deux. Je vais y revenir. En termes de type de question, on a la réponse longue, le paragraphe de texte enrichi, le tableau blanc, la question photo et la question audio. Je vais vous présenter les 5 types de questions avec des exemples. Donc ici, on commence par la question à réponse longue. Donc c'est une question ouverte où l'élève va tout simplement écrire une réponse longue, c'est-à-dire c'est plus long que un mot ou une petite phrase. C'est un texte d'au moins quelques phrases. Je vais vous montrer quelques exemples. En langue, on a des classiques comme l'expression écrite ici en anglais. Là, les élèves doivent faire un exercice où ils vont présenter 2 caractères d'un livre qu'ils ont lu et puis ils vont inventer une histoire d'amour entre les 2 caractères. Ce qui est toujours important, c'est de bien expliquer la consigne aux élèves. Donc ici, ils doivent écrire un texte de 300 mots et ils auront 10 points, 2 points pour la grammaire, 2 points pour l'orthographe, 2 points pour le choix des mots et ainsi de suite. Et donc, vous voyez aussi que le compteur des mots est activé. Vous le voyez en bas à droite, je vais faire un petit zoom. Donc, quand je commence à écrire, vous voyez à droite que l'élève voit à tout moment combien de mots il a déjà. Donc, quand la consigne est d'avoir 300 mots, il peut à tout moment vérifier. Autre exemple, compréhension orale en allemand, mais on va aussi demander aux élèves d'écrire certaines choses. Donc là, il y a des questions ouvertes, tout simplement. Voilà. Ici, c'est une histoire d'une famille. Donc, ils doivent bien écouter et puis rédiger leurs réponses ici à l'écrit dans ces questions ouvertes. Et puis, plusieurs exemples au sein d'un même quiz. Là, j'ai un exercice, écrivez une histoire sur vos meilleures vacances.
Faites attention aux accents. Donc là, on a activé le clavier visuel. C'est utile parce que les apprenants de français qui ne se trouvent pas forcément en français ou qui n'ont pas forcément un ordinateur avec un clavier français vont avoir parfois du mal à écrire les accents. Donc on a activé ici le clavier visuel. Ça peut être pratique pour ces apprenants. Nommer 4 animaux que vous avez vus, attention à l'orthographe. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que peut-être dans la vidéo, il y en avait peut-être 6 ou 7. Et je vais y revenir, il y a moyen de paramétrer les 6 ou 7 bonnes réponses, mais de mettre une limite à 4, donc l'élève peut obtenir 4 points, pas plus. Ici, on avait déjà présenté le compteur de mots dans un exemple précédent, il est activé également ici. Là, on a une image avec un poème, Barbara, de Jacques Prévert. Les élèves doivent écrire en commentaire. Il y a un indice aussi, mais j'ai oublié de traduire l'indice. L'indice leur dit qu'ils peuvent cliquer sur l'image pour voir en plus grand. Bon, je vois que la qualité n'est pas top, donc là, j'aurais pu prendre ou dû prendre une autre image. Mais en tout cas, vous voyez que c'est possible. Écrire un texte en anglais avec ces 10 mots de vocabulaire et ainsi de suite. En sciences et maths, on peut avoir des questions ouvertes aussi. Donc ici, une question où on va demander la définition d'un triangle isocèle et aussi les élèves doivent aussi faire un dessin. Et pour faire ce dessin, ils ont le bloc-notes. Et donc, ils vont obtenir 2 points pour l'explication et 2 points pour le dessin. Voilà. Ce qu'on a fait également ici, c'est... Et là, on part déjà pour une partie dans la correction, ou en tout cas le feedback. Hein, les questions ouvertes, on ne peut pas donner un feedback automatique. Mais ce qu'on peut faire, c'est prévoir une bonne réponse dans la partie explication. Et quand l'élève va envoyer ses réponses, il va pouvoir comparer sa réponse à un correctif que vous prévoyez. L'élève ne va jamais écrire à 100% la même chose, mais il peut lui-même lire ce qui est écrit ici comme correctif et comparer sa réponse. Et c'est peut-être encore l'enseignant qui va vérifier, mais l'élève a déjà quand même un premier feedback. Je vais vous montrer... quand je fais une copie dans mon compte, où on peut configurer cette explication, vous allez voir que c'est fait ici. Donc j'ai la question, et d'ailleurs cette option explication existe pour chaque question, pour chaque type de question. Et un peu plus bas, j'ai ici l'explication que j'ai prévue pour cette question-là, avec un texte et une image. J'ai oublié de préciser que cette vidéo s'adresse aux utilisateurs qui maîtrisent déjà les bases de BookWidgets. Donc si là vous êtes en train de regarder et vous vous dites tiens ça va un peu vite et je ne comprends pas grand chose, je vous conseille de regarder d'abord une vidéo pour débutants que vous trouverez sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Ici c'est déjà un peu plus avancé, donc je ne vais pas tout expliquer en détail au niveau de la configuration des questions. Donc voilà, premier exemple pour un cours de sciences ou un cours de maths. Deuxième exemple ici en physique. On a une vidéo à gauche et puis quelques questions à droite sur les lois de Newton. Voilà, on peut facilement poser des questions sur la compréhension de la vidéo. Le type de widget qu'on utilise ici s'appelle la feuille de travail fractionnée. Autre exemple, il y a le puzzle. Là, c'est un peu particulier. C'est basé sur un quiz télé qui est très populaire en Flandre, donc dans le nord de la Belgique. Là, c'est un peu plus simple dans le jeu télévisé parce que là, ils doivent trouver 3 mots-clés et ils voient comme ici 12 mots. Ici, on en a 15. Parce qu'on doit trouver 5 mots. Donc le principe, c'est que l'élève voit les mots dans un ordre aléatoire et doit trouver des liens entre les mots. Et puis, il y a un thème commun. Par exemple, si les mots sont Valley, Californie, high-tech et Facebook, le mot qu'on cherche, c'est Silicon Valley.
Et ici, par exemple, il y a burger, Elvis, comme le lien c'est King. Et quand je clique en dehors, je vais voir que ça s'affiche directement en vert. Ça, c'est encore un autre paramètre. Donc, je vois que j'ai la bonne réponse. Il y a aussi exercice en ligne, correction automatique. Il y a quoi d'autre? Fonction live, c'est BookWidgets. Voilà. Il y a brun. Il y a... il y avait quoi encore? Blanc. Et puis polaire, je pense quelque part, c'était l'ours, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis on avait encore deux autres que l'élève devrait trouver. Donc ça, c'est le puzzle, c'est un peu particulier, c'est déjà un peu plus avancé, mais vous pouvez faire une copie pour aller regarder comment il a été paramétré. Pour obtenir le lien vers la présentation, je vais mettre la présentation dans la description de la vidéo YouTube. Comme ça, vous aurez les liens vers tous les exemples et dans la plupart des cas, c'est le lien de l'enseignant qui vous permet de copier-coller facilement. Ou copier-coller, plutôt faire une copie de l'exercice vers votre compte et puis vous pouvez regarder les paramètres. Ici, je vois que j'ai oublié de mettre l'exercice en français. Encore un oubli au niveau de la traduction. Mais j'ai une consigne qui est pour un exercice en codage. Les élèves apprennent à coder. Et pour ce type d'exercice, je vais faire une copie dans mon compte parce que je vais vous montrer un paramètre. Il y a un paramètre ici, saisie code. Si vous l'activez, le code que les élèves écrivent va s'afficher correctement quand vous faites la correction. J'ai une capture d'écran tout à l'heure qui vous le montre. J'ai encore quelques exemples ici et je vais vous montrer un peu plus en détail certains éléments au niveau de la configuration. Par exemple ici, quels sont les 6 éléments déclencheurs qui ont conduit à la chute de l'Empire romain? Ok, et on veut un point pour chaque réponse possible. Peux-tu donner 4 couleurs qu'on retrouve dans un arc-en-ciel? Vous savez qu'il y en a plus que 4, mais on en demande 4 et l'exercice est sur 4 points. Et puis là, les élèves doivent écrire un texte où ils doivent faire attention, ils seront notés sur la grammaire, l'orthographe, le choix des mots, la créativité et la longueur de l'histoire, 2 points pour chaque élément. Je vais vous montrer comment on peut configurer ça. Donc, on va regarder les questions 2, 3 et 4. Et donc ici, quels sont les 6 éléments déclencheurs qui ont conduit à la chute de l'Empire romain? J'ai fait ma petite liste. Chaque élément a une nouvelle ligne. Et derrière, j'ai mis 2 dièses et le 1 parce que chaque élément vaut 1 point. Il se peut que certains éléments sont plus importants que d'autres. Si c'est le cas, vous pouvez le paramétrer et peut-être donner 2 points pour le premier. Bon, ici, chaque élément a la même valeur. Voilà, donc assez logique, mais ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'aller en bas dans les options de correction et de notation et indiquer que la question vaut 6 points. Quand on regarde l'exemple suivant sur l'arc-en-ciel, c'est la même chose, mais ici je prévois 7 réponses possibles, mais comme j'en demande que 4, je vais aller regarder ici dans les points de la question et je mets sur 4 points. L'élève, même si l'élève va donner 5 bonnes réponses, il n'aura jamais plus de 4 points. Ce qui est important à savoir ici, donc là vous avez une question qui est semi-autocorrective, j'ai envie de dire, parce que si l'élève va écrire instabilité politique, il va obtenir automatiquement le point parce qu'il a écrit un mot-clé qu'on a prévu. Mais dans la réalité, parfois, il va peut-être écrire la situation politique était instable. Et donc là, ce n'est pas à 100% identique à ce que vous aviez prévu ici et il est impossible de prévoir tous les cas de figure. Donc là, vous allez manuellement pouvoir donner le point et je vais vous le montrer tout à l'heure. Peut-être qu'un jour, l'IA pourrait nous aider ici, mais actuellement, pour ce genre de questions, il y a encore souvent la correction manuelle de l'enseignant qui est nécessaire.
Et même un cas un peu extrême, l'élève pourrait écrire « Il n'y avait pas d'invasion barbare ». Ce serait considéré comme bonne réponse parce qu'il y a le mot-clé « invasion barbare » dans la réponse de l'élève, mais il dit le contraire. Donc là, ce sera à vous d'indiquer que la réponse est fausse, qu'il ne doit pas avoir le point pour cet élément-là. Donc, il peut y avoir une correction automatique, mais je vous conseille toujours de relire les réponses. Et ici, vous allez voir tout à l'heure dans un exemple que là, l'élève ne va pas écrire le mot grammaire dans sa réponse. Donc, on a un peu détourné le système et l'enseignant pourrait dire, OK, au niveau de la grammaire, c'est parfait, donc je coche et l'élève aura 2 points. Je vais vous montrer tout à l'heure la correction, mais comme ça, vous l'avez déjà vu au niveau de la configuration. OK, vous avez déjà vu plusieurs exemples. Je vous ai déjà parlé de la partie explication. C'est très puissant parce que ça permet de donner un feedback immédiat, même si ce n'est pas une correction automatique, mais ça permet à l'élève de regarder la réponse attendue et il peut lui-même aller comparer. Et même pour vous, au niveau de la correction, ça vous aidera à comparer si vous avez un doute, tiens, est-ce que la réponse de l'élève, je vais la juger comme une réponse correcte ou pas, comparez à ce que vous aviez prévu comme réponse attendue et ce sera plus efficace et plus correct. Les mots-clés, je viens de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, normalement, c'est prévu pour les mots-clés qui sont les éléments que les élèves doivent mentionner. Par exemple, si vous demandez une définition et ils doivent forcément utiliser certains mots dans la définition, vous utilisez les mots-clés et vous obtenez une correction semi-automatique. Et puis, autre possibilité, si vous détournez un peu le système, ça peut devenir vos critères de correction. Et le compteur de mots, vous l'avez vu aussi dans un des exemples. Je ne sais pas si je l'ai montré au niveau de la configuration, mais c'est assez facile. Vous allez sur la question ouverte et vous avez le compteur des mots qui est déjà activé ici. Voilà, donc ça se configure au niveau de la question. On peut activer un bloc-notes, vous l'avez vu dans mon exemple de maths, et ce que les élèves écrivent ou dessinent dans les bloc-notes, on va le voir ici dans la correction. Pour activer le bloc-notes, vous allez dans l'onglet Général, là vous l'activez, et puis vous avez le choix de l'activer automatiquement pour toutes les questions ou de dire que c'est pour certaines questions spécifiques. Et les 2 points suivants, je vais vous montrer aussi, ça se trouve dans le même onglet, désactiver l'affichage des réponses correctes après l'envoi, parce que dès que vous avez un certain nombre de questions ouvertes dans votre questionnaire, l'élève, quand il va obtenir une réponse, un feedback automatique et ce qui sera encore moins pratique, ce serait d'afficher les points. Il va se dire, même monsieur ou madame, c'est pas correct parce que j'ai pas obtenu de points pour les questions ouvertes. Donc dès qu'il y a des questions ouvertes, on va plutôt désactiver cela. Et activer les restrictions de copier-coller, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée assez récemment et qui est très utile. Ça permet d'éviter que les élèves copient ou collent du texte de Wikipédia, ChatGPT ou d'autres sites. Donc pour vous montrer les 3 options, ça se trouve dans l'onglet Général, options de correction et de notation. Ici, on va désactiver les 2 options en haut et on va aussi désactiver l'option ici, afficher le résultat lorsque le quiz est terminé. Voilà. Puis, on avait parlé le clavier visuel, d'ailleurs, se trouve également ici. On peut l'activer en français ou d'autres langues. On avait parlé des restrictions de copier-coller que je vous conseille d'activer. Comme ça, les élèves ne peuvent pas copier-coller du texte d'autres sites. Et il y avait une 3e astuce. Je vais aller regarder. Oui, le bloc-notes. Ça se trouve également ici. Et là, on a le choix de l'activer
pour toutes les questions ou pour des questions spécifiques. Si c'est pour des questions spécifiques, je vais encore devoir l'activer au niveau des questions. Et la saisie code, je vous ai montré ici, vous avez un exemple. Et vous voyez à droite au niveau de la correction que dans le deuxième cas de figure, dans la question 2, ça a été configuré correctement. Et donc là, on voit mieux le code qui s'affiche correctement. Autre type de question ouverte, c'est le paragraphe de texte enrichi qui ressemble beaucoup au premier type de question, mais qui a encore des options de mise en page un peu plus avancées pour les élèves. Je vais vous montrer quelques exemples encore en langue. Ici, ils doivent écrire un rapport d'un livre qu'ils ont lu. Et vous voyez, bon, ils peuvent mettre des puces, des listes numérotées, ils peuvent souligner des choses, mettre des choses en gras et en couleur. Donc ça peut être utile quand vous demandez de marquer certaines choses dans leur argumentation, par exemple, ou d'écrire un texte avec des exemples et de mettre les exemples en italique, et ainsi de suite. Analyse d'un poème, ici, Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. On va demander aux élèves de faire une analyse du poème et utiliser du texte en gras pour les mots-clés importants, mettez en italique les citations du poème, et ainsi de suite. Je vais un peu vite ici parce que c'est le même principe que tout à l'heure. On a aussi le compteur des mots, par exemple, mais ce qui est différent ici, c'est que les élèves ont les options de mise en page. Voilà, là, un exercice en cours de français langue étrangère. Les élèves vont rédiger un texte avec des options de mise en page. En sciences, ça peut être utile pour l'analyse de données, parce que là, bon, c'est plus pratique si on a des puces ou des choses qu'on va mettre en gras ou des choses qu'on peut souligner ou mettre en italique pour les exemples, par exemple. Divers, on a par exemple un cours de marketing où les élèves ont la consigne d'écrire un blog, un article de blog en plusieurs étapes. Le titre, le texte en différentes parties. Et dans un article de blog, pour la lisibilité, on va aussi mettre des choses en gras, souligner des choses, et ainsi de suite. Et en histoire, la Révolution française, les élèves doivent lire un texte, et puis écrire une réponse sur 2 questions ici. Et dans la réponse, encore une fois, ils doivent mettre des choses en gras, mettre les dates en italique, utiliser des couleurs différentes pour les thèmes et les causes, et ainsi de suite. Voilà. Astuce spécifique, on peut désactiver la numérotation automatique. C'est une option, encore une fois, dans l'onglet général. Si vous avez, c'est comme l'exemple de marketing, où ils doivent écrire un article de blog en plusieurs étapes. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir question 1, question 2, question 3. Donc on peut éventuellement le désactiver. Les instructions sont importantes, donc expliquez bien comment ils doivent utiliser la mise en page, parce que vous voulez éviter qu'ils vont jouer avec et faire un peu n'importe quoi. Ça doit avoir un sens, une valeur ajoutée d'utiliser les options de mise en page. Le compteur de mots est également disponible ici. Autre type de question que vous allez devoir corriger manuellement, c'est le tableau blanc. Le tableau blanc, c'est vraiment un espace où les élèves vont pouvoir dessiner des choses, où il y a d'autres éléments qu'ils peuvent utiliser. Je vais vous montrer dans l'exemple, mais on ne va pas pouvoir prévoir une réponse. On peut prévoir encore une fois dans l'explication une réponse attendue, mais on ne peut pas prévoir de réponse corrigée automatiquement. Et puis, il y a pas mal de fonctionnalités et d'options qui permettent de jouer avec ce type de questions pour faire différentes choses. Parce que normalement, le tableau blanc, c'est vraiment un espace blanc où les élèves peuvent écrire. D'ailleurs, ça fonctionne
très bien s'ils ont un écran tactile, mais on peut mettre des choses dessus. Par exemple, une carte. Je vais commencer par l'exemple du cours d'histoire. Exemple typique, on prend une carte et on va demander aux élèves d'indiquer certaines choses. Donc en jaune, les pays de la Triple Entente, donc on parle ici de la Première Guerre mondiale, et ainsi de suite. Les élèves ont les couleurs ici, peuvent changer la taille de l'outil. Et puis, ils ont d'autres outils aussi, donc ils peuvent déplacer l'image, tracer des lignes et écrire du texte ou même utiliser une gomme. Voilà, donc ici, les élèves peuvent indiquer donc en jaune certains pays. Ok, je vais mettre le plus gras et je vais indiquer ici, je vais commencer à colorier. Moi, j'ai pas d'écran tactile, donc c'est un peu plus facile quand on a un écran tactile. D'ailleurs, là, je me loupe complètement, mais vous avez compris le principe. Et puis après, ils peuvent avoir comme le correctif, parce que j'ai prévu dans l'explication, vous allez le voir, la bonne réponse. Ah, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est le lien de l'enseignant et on ne peut pas envoyer à partir d'un lien de l'enseignant. Donc je vais d'abord faire une copie pour vous le montrer. Donc ça, c'était la consigne et j'ai prévu dans la partie explication la bonne réponse ici. Donc quand l'élève clique sur aperçu et va envoyer sa réponse, il pourra comparer sa réponse à la réponse attendue. Encore une fois, ce n'est pas une correction automatique, mais l'élève pourra quand même très vite voir s'il s'est trompé, oui ou non, sur certains pays ici, dans cet exemple. En langue, un tout autre exemple. Ici, on va demander, encore une fois, c'est un livre que les élèves ont lu et de faire un collage avec 10 images sur le livre ou sur les personnages. Et ici, on a activé l'outil photo qui leur permet soit de télécharger une photo, soit normalement ici de prendre une photo. Je vais faire une copie dans mon compte parce que je pense encore une fois, ce n'est pas possible à partir du lien de l'enseignant. Quand je prends l'aperçu ici et je prends l'outil photo, là en effet, je vois comme l'élève le verra. Et j'ai soit la possibilité d'importer une photo à partir de mon ordinateur ou de prendre une photo ici directement. Voilà. Et là, vous me voyez. Donc, je vais faire une photo. La photo est un peu grande, donc je peux la rendre plus petite. Et puis, je vais la mettre... je vais la rendre encore un peu plus petite. Et je vais la mettre ici. Et vous allez voir ce qui se passe quand je confirme. Voilà, c'était encore un peu trop grand, donc le cadrage n'est pas parfait, mais vous avez compris le principe. Donc la photo entre dans le cadre qu'on avait prévu. Et pour faire ceci, c'est un peu particulier, donc je vais revenir à l'exercice. Déjà, on a activé l'outil photo. Vous avez toujours, quand vous cliquez sur le i, des informations supplémentaires. Et puis, on a importé une image avec des zones transparentes. Et ça, c'est très important, sinon ça ne va pas fonctionner. Et puis, on a coché l'option image au-dessus. Et là, on a l'explication. Utiliser cette option lorsque le dessin ne doit se faire que dans des parties transparentes de l'image. C'est ce que vous avez vu. Par exemple, lorsque vous fournissez un dessin à colorier. Si vous avez une image sans zone transparente et vous activez ceci, ça ne va pas fonctionner parce que la photo que je vais mettre va être à l'arrière-plan, mais comme il n'y a pas de zone transparente, la photo ne s'afficherait pas parce que l'image ici se trouve au-dessus. C'est ça la signification de cette option qui parfois prête un peu à confusion, mais maintenant vous avez vu un exemple. Voilà, donc déjà un peu plus avancé, mais ça peut permettre de faire des choses très chouettes. Les prépositions en anglais, ici, là, les élèves ont une table, ils doivent bien lire I'm sitting on a chair. C'est marrant quand je fais une vidéo
En français, je prends l'accent français quand je lis en anglais. Mais donc, I'm sitting on a chair. Et la chaise, c'est comment que les élèves vont l'ajouter. Ils ne doivent pas forcément dessiner la chaise parce qu'ils ont ici des autocollants. OK. Donc, ils vont mettre ça. Si c'est un peu trop grand, je peux rendre plus petit. In front of the table. OK. Donc, je vais confirmer et puis je vais pouvoir... Ah non, j'ai été trop vite. Donc, je vais recommencer. Je prends l'image là. Et là, je peux la déplacer comme ça. Et je peux la rendre même un peu plus grand et puis confirmer. Donc c'est un exercice de compréhension écrite sur les prépositions où les élèves ne doivent rien écrire, ils font tout dessiner et utiliser les autocollants. C'est encore une autre option. Donc quand je fais une copie, vous allez voir où se trouvent les autocollants. Je vais sur ma question du type tableau blanc et on va avoir ici, et d'ailleurs, image au-dessus, ici on l'a désactivé, et ici j'ai ajouté des autocollants, ce sont des images, des icônes que les élèves peuvent utiliser en cliquant sur la petite étoile qu'ils ont ici. Vous pouvez vous-même ajouter ces autocollants. Sciences et maths, on peut facilement ajouter un graphique et demander aux élèves d'ajouter des choses sur le graphique. Ici, ils doivent tracer la fonction y égale 2x. Bon, assez facile. Et donc, j'ai aussi prévu la réponse correcte avec l'explication. Donc, les élèves vont voir ceci après l'envoi. Et comment est-ce que j'ai fait cette image? J'ai tout simplement, moi, cliqué sur aperçu. J'ai moi-même tracé la ligne, donc j'ai pris ici la ligne. On peut changer encore une fois la profondeur et la couleur. Et donc y égale 2x, donc ça veut dire qu'on doit passer par ce point-là. Et qu'on doit passer par ce point-là. Et comme ça c'est plus ou moins correct, je pense. Et puis j'ai fait une capture d'écran ici de la bonne réponse. Je suis allé sur la partie explication et là j'ai inséré une image ici avec le bouton insérer. On peut insérer une image et j'ai inséré ma capture d'écran. Donc on n'a pas besoin d'outils supplémentaires. On peut ajouter la question puis ouvrir l'aperçu et faire une capture d'écran. Exercice sur les vecteurs, ok, là, image d'arrière-plan, et puis les élèves vont faire le calcul sur l'image ici. Donc ce qu'on a fait ici, quand je fais la copie dans mon compte, c'est d'avoir changé la hauteur et de l'avoir augmenté. Ça donne plus d'espace pour les élèves pour qu'ils puissent écrire le calcul de la bonne réponse. Et j'ai encore prévu l'explication, ici, explication assez avancée qui explique tout le calcul de vecteurs. Un exercice sur la gravité, c'est une expérience que les élèves vont faire avec des billes. Et ici, vous allez voir, faites une photo du départ, l'expérience indiquée, la bille et sa trajectoire. Alors vous allez me dire, tiens, on a aussi une question photo que je vais vous montrer juste après. Donc, quelle est l'utilité d'avoir ici l'appareil photo et d'avoir choisi la question tableau blanc? C'est qu'ici, on peut insérer une photo et puis encore faire des annotations sur la photo. Ce qui n'est pas le cas avec la question photo que je vais vous montrer juste après. Astuce pour la question tableau blanc, je pense que j'ai raconté le tout. L'explication, j'en ai parlé. L'option image au-dessus, attention, ne l'activez pas par erreur parce que là, ça va causer des problèmes. Modifier la taille, donc la hauteur, ça va créer plus d'espace autour de l'image, ce qui permet aux élèves d'écrire du texte ou de faire des annotations supplémentaires. Et autoriser les photos avec la fonction que vous avez également quand vous configurez cette question. Les autocollants, vous avez vu un exemple, c'est très chouette pour un cours de langue par exemple. Les élèves, ils ne peuvent pas toujours tout dessiner
Et donc, ils ont ici, par exemple, quand on apprend le vocabulaire pour décrire une personne, ben, c'est chouette d'avoir ces outils à disposition. Le clavier visuel que je vous ai présenté tout à l'heure est disponible également quand vous l'activez dans l'onglet général. Il est disponible ici dans mon exercice ou ma question tableau blanc. La question photo permet aux élèves de télécharger une image ou de prendre une photo avec leur appareil photo de leur appareil mobile ou de la webcam, donc la caméra de leur ordinateur ou Chromebook ou autre. Quelques exemples en langue. Ici, on va travailler avec les Memoji. Ce sont les emojis. Et puis sur les appareils Apple, on peut créer ces emojis personnels. Ça s'appelle les Memoji. Et donc, c'est pour un cours de français langue étrangère. On va apprendre à décrire les émotions des emojis ou Memoji, comme c'est le cas ici. Et puis, on va proposer à l'élève de créer son propre Memoji sur son iPad. Et donc, voilà, ils vont utiliser la caméra ou sélectionner une image ici. Quand je clique dessus, j'ai le choix de prendre l'un ou l'autre. Voilà, c'est assez simple. Et puis, il y a d'autres types de questions. La question audio dont je vais parler juste après. Poetry, donc les poèmes en anglais. Là aussi, c'est un exercice créatif. Et on va demander aux élèves tout simplement de faire une photo. Donc peut-être qu'ils vont écrire un poème. Donc ici, l'idée, c'est de créer un poème avec le titre de livre en mettant les livres les uns sur les autres. Et puis, l'élève va recréer, mais il va faire sa propre version et faire une photo et mettre la photo là. J'ai oublié de traduire le mot déterminant, quelques oublis de traduction, désolé. Donc ici, et j'ai pourtant traduit l'exercice, je m'en souviens, mais j'ai oublié de modifier le lien. Donc ici, l'idée c'est que les élèves vont faire le calcul et puis ils vont faire le calcul sur papier et faire une photo de leur calcul qu'ils peuvent télécharger ici. C'est pas toujours nécessaire parce qu'on a aussi la fonction bloc-notes qui permet aussi d'avoir une caméra. Donc là aussi, on pourrait le faire de cette manière-là au lieu d'utiliser le type de question photo. Et puis les puissances racines carrées, on va regarder. C'est celui-là, mais je me suis trompé. Donc là, c'était un autre exemple, mais c'était le même principe. Donc voilà, désolé pour la petite gaffe, mais je mettrai la version corrigée avec les bons liens dans la description de la vidéo, comme ça les profs de maths ont aussi au moins 2 exemples. En sciences, la loi des intensités, dans une feuille de travail fractionnée, avec à gauche une intégration d'un simulateur. C'est un site qui s'appelle PET, P-H-E-T, d'une université américaine qui permet de créer un simulateur, comme je suis en train de le faire ici. Et puis les élèves vont pouvoir faire une capture d'écran. Je pense que c'est même une option dans l'outil. On a ici l'option capture d'écran. Voilà, l'élève va faire une capture d'écran et va pouvoir mettre sa capture d'écran ici dans la question 1 qui est une question photo. Comme ça, l'enseignant pourra vérifier si l'élève a bien fait son travail. Pour les profs de maths, vous pouvez faire exactement la même chose avec GeoGebra. Et puis en STEM, là c'est un quiz vidéo en anglais. Donc les élèves vont regarder la vidéo. Et voilà, la vidéo c'est une petite expérience. Ils vont construire un outil qui permet ensuite d'expliquer certaines lois physiques sur la transition d'énergie. Et donc, première étape, c'est de rassembler les éléments. Et quand on va regarder un peu plus loin dans la vidéo va s'arrêter automatiquement et l'élève doit ajouter une photo de cette première étape qu'il vient de terminer et puis continuer pour voir la suite et pour faire la suite parce qu'il devra publier une nouvelle photo ici.
Ça permet vraiment de guider l'élève tout au long du processus. Et ce type de question est très chouette aussi pour les excursions. Vous savez que les quiz et feuilles de travail fonctionnent très bien aussi sur les smartphones et sur les iPads. Donc si les élèves partent en excursion, ici j'ai un exemple d'une école flamande pour une excursion en cours d'histoire. Donc ils ont visité un site en Flandre et je dois aller un peu plus loin dans les questions parce qu'il y a quelques QCM. Et puis voilà, on va demander aux élèves de prendre des photos de certains éléments qu'ils vont voir sur le site. Et un peu plus loin, on va même leur demander de recréer une photo. Donc ici, ils ont une photo et l'idée c'est de retrouver le même endroit et de recréer, éventuellement même de jouer un peu avec les filtres de leur appareil pour recréer un peu la même atmosphère. Bon là, c'est déjà un peu plus avancé, mais c'est possible avec la question photo. Et puis, voilà, astuce, vous pouvez utiliser ce type de questions pour des preuves et pour toute autre utilisation que vous imaginez, hein, à vous d'inventer les possibilités. Et puis, autre type de question, c'est la question audio où l'élève va enregistrer sa réponse à l'oral, très utile pour des cours de langue, mais pas que. Je pense notamment à l'IA, hein. Les élèves vont de plus en plus utiliser l'IA, donc peut-être que l'oral va gagner en importance, proposer à l'élève de formuler une réponse à l'oral et défendre son opinion ou donner son argumentation à l'oral, où il va de manière plus spontanée donner des explications. Ça peut devenir intéressant dans toutes les matières. Mais en langue, bon, c'est vraiment un outil très chouette. Ici, les virelangues. Donc, l'idée, c'est que les élèves vont d'abord écouter. La grosse cloche sonne. Je ne sais pas si vous avez entendu, parce que j'ai un micro qui coupe assez bien les sons d'arrière-plan. Donc, moi, j'ai bien entendu ce que mon prof a enregistré. Et puis, je peux faire ma propre tentative. La grosse cloche sonne. Voilà. Et si c'est bon, je vais l'enregistrer. Et je peux encore écouter ma propre tentative. Donc si je ne suis pas entièrement satisfait, je peux réenregistrer ici. La grosse cloche sonne. Voilà, et puis il y a des virelangues un peu plus difficiles à chaque fois, mais à vous de... Je dois confirmer avant de passer à la question suivante, à vous d'inventer, éventuellement de tester, de jouer avec cette question qui peut servir dans toutes les langues. En allemand, compréhension, j'avais mis compréhension orale, je pense, compréhension écrite, et puis expression orale ici. Et le cancre, le poème de Jacques Prévert, bon, on va demander aux élèves de... c'est une combinaison. Ici, on a la question tableau blanc que vous avez vu tout à l'heure, parce que il y a à la fin du poème, il dessine le visage de bonheur. Donc on va demander aux élèves de dessiner le visage du bonheur. Et puis, on va leur demander de lire le poème à haute voix et de l'enregistrer. Enseignants primaires en français langue étrangère, bon, on va leur demander de lire ce qu'ils voient ici. Donc 5 carnets et 11 stylos. 9 livres et 17 crayons, et ainsi de suite. Mais comme je disais, on peut demander aux élèves de faire des choses que peut-être auparavant ils faisaient à l'écrit. Ils peuvent toujours faire à l'écrit leur préparation avec le bloc-notes. Et puis, ils vont enregistrer à l'oral leur réponse ici sur différentes thématiques qu'ils ont appris dans le cours. Même chose en géo, le cycle de l'eau, et on peut toujours prévoir cette réponse attendue, encore une fois, avec l'option explication. Donc les explications ou les astuces sont un peu les mêmes que tout à l'heure, l'explication, l'instruction. Sachez qu'il y a une limite pour le fichier que l'élève va enregistrer qui correspond à environ 4 à 6 minutes. Si vous allez dépasser les 4 minutes, bon, demandez aux élèves de peut-être publier sur YouTube en non répertorié
et de vous mettre le lien dans le widget. Et le bloc-notes, vous l'avez vu, peut servir aussi notamment pour la préparation d'un exercice oral. Corriger les questions ouvertes, c'est un peu particulier parce que là, quand vous êtes convaincu de BookWidgets pour les questions fermées, vous vous dites peut-être que pour les questions ouvertes, c'est peut-être moins pratique. Je vais peut-être vous prouver le contraire. Je vais en tout cas vous montrer comment on peut corriger de manière efficace. Donc, je vais vous montrer les codes de correction pour les questions ouvertes. Je vais vous montrer qu'on peut corriger question par question ou élève par élève. Je vous montre aussi qu'on peut donner un feedback audio et qu'on peut aussi corriger les tableaux blancs, questions photos et les blocs-notes et que là, il y a des outils particuliers qui sont prévus. Donc, je vais passer à mon compte BookWidgets. Vous savez que tout ce que je vous montre, vous pouvez le faire aussi à l'intérieur de votre plateforme numérique si vous en utilisez une. Donc, si c'est Moodle, Smart School, Classroom ou Teams, peu importe, vous avez là, mais ça se trouve un peu à un autre endroit, souvent le bouton corriger. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir faire exactement la même chose et vous allez voir ici que dans mes soumissions récentes, j'ai préparé quelque chose. J'ai un exercice question ouverte avec les réponses de 2 élèves. J'ai 2 élèves qui ont fait leur travail, Dimitri et Lucie. Et je vais vous montrer comment je corrige ces questions ouvertes. Voilà. Donc en bas, j'ai Dimitri et Lucie. Et en haut, j'ai les questions ouvertes. Et vous voyez qu'au niveau de la correction automatique, bon, il n'y a pas grand-chose. Et vous voyez beaucoup de points d'exclamation qui m'indiquent cette réponse nécessite une correction manuelle. Et même la question 2, qui a une correction partiellement automatique, et même la première aussi, vous allez voir que je vais encore devoir les corriger manuellement. Donc ici, ça sert vraiment à rien de montrer des points et je dirais aussi la correction aux élèves après l'envoi. Attention, je dis ça sert à rien de montrer la correction, sauf si vous prévoyez des explications. C'est comme une remarque importante. Si vous affichez, si vous prévoyez des explications, là, oui, il faut afficher activer l'affichage de la bonne réponse. OK. Donc, je vais corriger et je peux le faire élève par élève. Quand je clique sur Dimitri, je vois la copie de Dimitri. Et ici, dans la première question, il a quelques bons éléments. Dans la question, quels sont les 6 éléments déclencheurs qui ont conduit à la chute de l'Empire romain? Il a trouvé instabilité politique, il a trouvé problème économique. Mais quand je vais relire un peu ce qu'il a écrit, on va voir ici, il a écrit « L'armée n'était pas aussi forte ». Petite erreur d'accord, donc ça on peut l'indiquer. Je vais y revenir tout à l'heure, mais bon, je vais déjà le faire. OK. Qu'avant, et donc affaiblissement militaire, c'est dans la réponse aussi. Et vous voyez, je viens le cocher, et donc le 2 sur 6 devient 3 sur 6. Donc voilà, il y avait des invasions de peuples barbares. OK, c'est dans la réponse aussi. C'est pas écrit de la même façon, mais c'est la même idée, c'est la même réponse, donc c'est une bonne réponse. Finalement, le christianisme commençait à être plus présent, donc voilà, il lui manque juste le dernier point, donc il obtient 5 sur 6. Quel est votre pays européen préféré? Pourquoi et quelle en est la capitale? Là, j'ai pas pu prévoir ce genre de mots-clés parce que c'est vraiment une question personnelle. Chaque élève va donner une autre réponse. Malheureusement, Dimitri, il a quelques problèmes d'orthographe. Vous avez déjà vu ce qu'on peut faire dans l'exemple ici. On peut donner la bonne orthographe ou on peut écrire « Attention à l'orthographe ». On peut même retirer en demi-point. Donc, il y a une correction automatique, mais on peut toujours modifier. Mais ce que je fais ici peut demander beaucoup de temps. Donc, il y a d'autres possibilités. Déjà,
Ce qu'il a écrit ici à la fin, bon, c'est n'importe quoi. Donc, on va le barrer, tout simplement. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est cocher des mots qui contiennent des erreurs et utiliser les codes de correction. Donc, quand je coche un mot avec une erreur, j'ai plusieurs options ici. Quand je prends la troisième option, j'ai des étiquettes O pour orthographe, G pour grammaire, S pour style ou syntaxe, A pour accord et ainsi de suite. Et c'est à vous de choisir ces codes de correction. On ne va pas vous imposer ces codes. Vous cliquez, donc la première fois que vous l'utilisez, ce sera vide et vous cliquez sur les 3 petits points et vous pouvez vous-même générer votre petite liste avec vos abréviations et vos couleurs et vous pouvez choisir l'ordre dans lequel ces codes vont apparaître. Donc voilà, c'est assez pratique. Je vous conseille de voir avec vos collègues, peut-être qu'il y a moyen de trouver une uniformité à travers les cours pour utiliser les mêmes codes et les mêmes couleurs. Donc là, encore une faute d'orthographe. Ça saute un peu parce que j'ai fait un petit zoom. Ok. Donc là, c'est une faute d'orthographe aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, j'ai une faute d'accord. Au niveau du contenu, ça va. L'élève a fait ce que je lui ai demandé. Mais voilà, là, encore une faute. Ici, faute grammaticale. Mais il y a quand même beaucoup d'erreurs. Donc, je vais donner 1 point sur 3. Ce que je fais ici, c'est que j'ai en haut le résumé. Je vois le nombre de fautes d'orthographe, fautes d'accord et fautes de grammaire à travers l'exercice. Parce que si je vais indiquer que là aussi, c'est une faute d'accord, ça c'est additionné ici, je vois le total. Voilà. Là, on a utilisé les mots-clés, mais on a détourné un peu le système parce qu'on va utiliser les mots-clés pour les critères d'évaluation. Donc je peux, par exemple, si l'élève a bien respecté la consigne, je peux cocher. Par contre, ce n'est pas le cas. Si. J'avais demandé 150 à 250 mots et je le vois ici dans la correction. Donc quand j'active le compteur de mots, je vois dans la correction le nombre de mots de l'élève. Donc l'élève le voit au moment de la rédaction et moi je le vois au niveau de la correction. Donc on va cocher ça et l'élève obtient déjà 2 sur 10. Voilà. Au niveau du style, ça va, ok. Ce qui n'est pas possible ici, c'est de donner 1 sur 2. Voilà. C'est un peu limitant, c'est pas prévu pour ça. J'ai détourné le système, donc j'accepte que ça ne fait pas entièrement ce que j'aimerais peut-être faire. Peut-être qu'un jour ce serait possible, mais voilà. À la base, le système tout simplement sert à dire oui, c'est présent ou non, ce n'est pas présent quand on parle d'un mot-clé. Donc voilà, je vais peut-être enlever un demi-point ou un point quand la style n'est pas parfaite. Mais voilà, ça permet quand même de vérifier les éléments. Et quand j'ai joué un peu avec manuellement, bon là j'ai plus les deux qui s'ajoutent automatiquement, donc je dois le faire manuellement. Donc attention à ça. Et puis on a des outils spécifiques pour les questions photos, le tableau blanc et la question, le bloc-notes qu'on peut utiliser dans différentes questions. Donc là, l'élève s'est bien trompé parce que je vais demander d'indiquer la mer Baltique en jaune et l'île de Sicile en vert. Et donc, je peux ajouter des commentaires tout simplement en cliquant ici. Je vais par exemple écrire la mer Baltique se trouve ici. Parfois, c'est un peu petit quand les élèves ont plusieurs choses à indiquer sur une carte. On peut mettre plus grand et puis on peut faire des zooms ou des dézooms. On peut même déplacer l'image. Voilà, et vous avez surtout la possibilité d'indiquer certaines choses. Ou pour la Sicile, je vais faire d'abord un petit zoom et puis je vais dessiner une flèche ici. Voilà, je dois désactiver ça et indiquer le crayon. Je vais dessiner une flèche. Comme ça, l'élève va voir que la Sicile
se trouve ici. Tout ce que je fais est enregistré automatiquement, donc je reviens à mon correctif et voilà. Et on peut faire la même chose avec la question photo. D'ailleurs, on peut télécharger la photo. Je pense que c'est nouveau, je n'ai pas vu auparavant, donc c'est une bonne chose. Et puis, vous voyez ici la différence. Là, j'ai utilisé la question photo et vous me voyez à Florence avec mon t-shirt BookWidgets. Là, c'était la question photo. Et ici, c'était la question photo avec Non, pardon, c'était la question tableau blanc avec l'appareil photo activé, ce qui permet d'avoir une consigne où j'ai demandé aux élèves d'indiquer certaines choses et de décrire déjà, donc la question c'était ajouter une photo d'un bâtiment historique, expliquer de quel bâtiment il s'agit, où il se trouve, indiquer quand il a été construit, à quel style il appartient et indiquer aussi des éléments de ce style sur la photo, ce que j'ai pu faire ici grâce à la question tableau blanc. Donc ça montre bien la différence en termes de possibilités. Voilà. Ça c'est au niveau de la correction, je suis en train de corriger élève par élève, donc je peux passer à l'élève suivant et faire la même chose pour Lucie. J'ai les réponses aux différentes questions. Elle a trouvé les bonnes réponses ici, donc là je vais donner 2 sur 2. Vous voyez qu'il n'y a pas de correction automatique. Et je vois une autre photo comme bâtiment historique. Je peux aussi corriger question par question. Quand je clique sur la première question, là j'ai toutes les réponses à la première question. On peut masquer les bonnes réponses avec le filtre, mais je pense qu'avec les questions ouvertes, on veut toujours relire la réponse de l'élève, parce que je vous l'ai dit, hein, l'élève pourrait écrire « il n'y a pas de problème économique » et ce serait considéré comme une bonne réponse, donc on veut quand même relire. On peut regrouper les réponses identiques, mais il va y avoir rarement des réponses identiques. Ça pourrait être le cas quand les élèves trichent parce qu'ils ont regardé l'écran de leurs voisins. Donc ça pourrait permettre de retrouver les élèves qui ont triché. Et je pense que même s'ils trichent, ils vont rarement écrire à 100% la même chose, y compris la ponctuation. Donc voilà. Mais c'est possible. Mais je pense que c'est surtout plus intéressant de corriger question par question parce que vous corrigez de manière plus correcte. En tout cas, vous allez plus souvent avoir... vous êtes en train de corriger la même question et peut-être que vous avez accepté une bonne réponse pour un élève, donc vous allez plus facilement faire la même chose pour un autre élève, alors que si vous corrigez élève par élève, il y a peut-être trop de temps entre les deux corrections. Et quand on regroupe les réponses identiques, c'est quand même intéressant parce que ça va masquer les noms des élèves. Donc, vous faites une correction anonyme, c'est encore une petite astuce. Voilà, je pense... Non, je n'ai pas encore montré le tout, j'ai oublié une chose. Bon, c'est bon d'avoir les slides, ça sert à ça. C'est la question audio. Et Dimitri a enregistré sa réponse à la question pour un cours de FLE, présente-toi en français, tu t'appelles comment et tu habites où et tu as quel âge. On va écouter, je ne suis pas sûr, encore une fois avec mon microphone, si vous allez entendre, je vais mettre le son au max. Je m'appelle Dimitri, je habite à Belgique, je suis 35 ans. Donc j'ai fait mon mieux pour imiter un accent flamand en français. Et j'ai fait quelques erreurs, donc on peut donner du feedback audio. Attention Dimitri, tu dois bien dire je m'appelle Dimitri. Aussi dans Dimitri, on met l'accent à la fin. On dit j'habite en Belgique, pas à Belgique. C'est par exemple à Bruxelles pour une ville, mais en Belgique pour un pays comme la Belgique. Et puis, on dit j'ai 35 ans, on ne dit pas je suis 35 ans en français, c'est avec le verbe avoir. Ok, comme l'élève a pu le faire moi aussi, je peux écouter mon extrait audio et puis s'il est bon, je l'accepte et l'élève pourra l'écouter
à condition de renvoyer ce feedback au sein d'un LMS, une plateforme numérique, parce qu'avec la version PDF, ça ne va pas fonctionner. Et puis je donne des points. Ok, on va donner 1,5 point pour l'effort, même si ce n'est pas parfait. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré pour les questions ouvertes dans BookWidgets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, support@bookwidgets.com. N'hésitez pas à regarder d'autres webinaires que vous trouverez sur cette chaîne YouTube ou sur notre site web. On a des tutoriels en français, on a une foire aux questions en anglais, on a un groupe Facebook francophone et un blog en anglais, mais qui contient beaucoup d'inspiration aussi, même si c'est en anglais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas donc à nous contacter pour la moindre question ou remarque. À la prochaine!